compagnie, Paolo Romani et moi-même, de Jean-Yves Frétinier, auteur de la première biographie française d'Antonio Gramsci, sous-titre Vivre c'est résister, édité par Armand Collin. Donc Antonio Gramsci a été un personnage très important dans l'histoire de l'Italie du siècle dernier. Il fait partie des fondateurs du Parti communiste italien. Il est mort jeune après une longue période de détention dans les prisons fascistes. Il avait passé une période en Union soviétique. C'est un personnage dont la vie est importante sur le plan politique, mais aussi un personnage, pour ainsi dire, romanesque. Et ce livre explore aussi sa vie personnelle, sa vie privée, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai voulu, avec ce livre, d'abord combler une lacune, l'absence de biographie de Gramsci en France. Il y a eu des écrits, des études sur la pensée de Gramsci, mais pas sur sa vie. Et à partir de là, courait le risque en France d'avoir un Gramsci désincarné, ou bien une icône de Gramsci comme représentant du révolutionnaire, un peu comme on a les portraits aujourd'hui de Che Guevara ou comme on avait hier les portraits de Garibaldi. Et il me semblait important de restituer sa vie. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce livre chez Armand Collin dans une collection vraiment consacrée à la biographie et aller voir l'homme, l'enfant, l'adolescent, le jeune homme et à la fin le prisonnier et aussi le malade. Je crois que c'est aussi cette dimension. Il fallait restituer un poids de chair à Gramsci et ne pas en faire un personnage, comme je disais, désincarné, une sorte d'image du révolutionnaire par antonomasie, par excellence. Oui, alors en effet, comme vous avez dit, ce livre comble une lacune, une double lacune parce qu'il n'existait pas de biographie écrite par un Français de Gramsci, il existait des traductions des biographies écrites par des Italiens, n'est-ce pas, dont une de Fiore, qui est celle la plus connue en France probablement. Bon, alors, l'autre lacune que vous comblez dans ce livre concerne justement la personnalité, la dimension humaine de Gramsci, n'est-ce pas, qui trop souvent est réduit à une icône, ou alors, comme vous dites dans votre livre, il a été en quelque sorte sanctifié, n'est-ce pas? On en a fait donc une image désincarnée. Voilà, alors vous lui restituez sa dimension humaine, et moi j'aimerais bien vous demander, quel homme était-il? Alors c'est une question difficile. Alors tout d'abord, je dois quand même dire par modestie que je m'efforce de restituer l'homme et qu'il y a eu beaucoup de travaux sur Gramsci dans d'autres langues, mais c'est vrai en français, peu ou très peu. Souvent c'est la part congrue dans le livre ou simplement dans la préface de la pensée, on rappelle brièvement sa vie. Alors quel homme était-il? C'est une question évidemment difficile, mais je crois qu'il y a quand même un point qui m'a frappé, c'est que c'est un personnage qui ne devient connu que tardivement. Au fond, jusqu'en 1924, 1925, c'est un personnage relativement peu connu. Au-delà d'un cercle étroit, qui est celui du monde turinois, du journalisme turinois, et des militants du Parti socialiste et ensuite du Parti communiste. Donc c'est un personnage assez peu connu, qui va devenir important, et c'est spectaculairement important en étant le fondateur du Parti communiste et en lui imprimant une direction politique très forte qui malheureusement va très vite être abandonnée par l'Union soviétique qui va choisir une autre voie. Donc ce qui m'a frappé, c'est la relative modestie du personnage et le fait qu'il entre en lumière de manière très vive et très forte à partir de 24-25. Mais j'ajouterais que le fait de passer en lumière ne change pas la cohérence de sa pensée et qu'il reste finalement attaché à toute une série de valeurs et de conceptions de la politique avant comme après sa notoriété. Oui, alors justement, s'il reste attaché à ces valeurs, ça veut dire que son image et son culte ont été un petit peu faussés par la suite.
parce que, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre, il y a eu une entreprise, donc Gramsci est mort en 1937, oui. Et après la guerre, quand le Parti communiste italien a acquis l'importance qu'on connaît, n'est-ce pas, il a failli arriver au pouvoir à travers des élections en 1948, eh bien, la figure de Gramsci a été en quelque sorte sanctifiée et on a essayé Togliatti, qui était le dirigeant du Parti communiste italien, a essayé par tous les moyens de faire oublier le côté, comment dire, libéral et anti-stalinien, entre guillemets, qu'il y avait dans la pensée de Gramsci. C'est certain. On ne peut pas faire une biographie de Gramsci sans parler de Togliatti. Alors, j'ai peut-être eu l'avantage d'être français parce que je crois que le couple Togliatti-Gramsci en Italie donne lieu à des positions extrêmes. Certains soulignant le lien, le binôme intense, ou au contraire d'autres accusant finalement Togliatti d'avoir profondément trahi et l'homme et la pensée de Gramsci. Alors, je ne dirais pas en bon normand que la voie est entre deux, mais que Togliatti est d'une certaine manière prisonnier de la logique stalinienne. Et à la fois déforme Gramsci, mais évite d'une certaine manière que Gramsci, en particulier les cahiers de prison, auraient pu d'une certaine manière, vu leur caractère, comment pourrais-je dire, oui, contre la politique prise par l'Union soviétique, aurait pu finalement être détruit. Et il arrive à sauver ces cahiers de prison, mais le prix à payer, c'est mon hypothèse, c'est d'une certaine manière de transformer Gramsci en une sorte de révolutionnaire par excellence et au fond de minorer ce qu'il y a de novateur dans sa pensée, quitte à mieux l'exploiter ensuite lorsque, dans des phases de déstalinisation. Donc c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de Gramsci de la part de Togliatti et de ses successeurs qui est indéniable. Alors, c'est toujours facile de juger post-res cognitas, après coup, mais il est certain qu'à la fois on peut voir le côté négatif de cette instrumentalisation, mais d'un autre côté, est-ce que Togliatti avait vraiment une possibilité de montrer la nouveauté foncière, fondamentale de Gramsci ? En particulier, le poids de son libéralisme, même si Gramsci, en partie, l'a renié quand même au cours de sa vie, mais c'est vrai qu'il a une formation très très forte autour du libéralisme de Croce et aussi de Gentile, il faut bien le dire. Et bien sûr d'Einaudi, qui a été pas un de ses professeurs, mais il a suivi ses cours. Voilà, vous avez illustré jusqu'à présent le profil politique de ce grand leader qui a été député, qui a eu des personnes en Italie qui le suivaient comme un véritable maître à penser, comme un véritable chef politique de tout premier plan. Mais dans ce livre, vous soulignez également l'envergure de Gramsci intellectuel, c'est-à-dire c'était un homme qui, en partie obligé par sa situation de prisonnier, passait sa journée sur les livres, écrivait énormément et qui est donc un penseur, oui, marxiste, mais libéral en même temps et, disons, lié à une tradition intellectuelle italienne qui remonte très en arrière dans le temps. Alors, pour répondre à cette question intellectuelle, indéniablement, il est sa vie durant. Alors je crois que même sans tomber dans une psychologie de bazar, ses souffrances physiques m'ont fait un rapprochement, d'ailleurs il souffrait plus ou moins du même mal, alors avec des complications différentes, de Leopardi, c'est-à-dire une sorte de personnage prisonnier de son corps, hein, il était difforme, c'était pas un homme, on pourrait dire, très très beau, hein, et tous les contemporains sont frappés par ce contraste entre ce corps bossu, il avait la tuberculose osseuse, et ce visage lumineux, en particulier
ses yeux qui respiraient l'intelligence. C'est vrai, c'est un intellectuel, il le dit d'ailleurs, je n'ai vécu quelquefois que pour l'esprit, et de fait, la prison l'a obligé à vivre autour des livres. Les livres ont été, et l'écriture ont été une manière pour lui, non seulement d'approfondir sa pensée, mais d'une certaine manière de résister. On aurait pu mettre lire et écrire, c'est résister. Alors, ça c'est pour le premier point, c'est indéniablement un intellectuel. Le deuxième point, son marxisme. Il y a un vrai débat dans l'immense littérature consacrée à Gramsci, c'est de savoir au fond s'il est ou non marxiste. Certains disant qu'il n'a jamais atteint le marxisme, finalement il serait resté libéral, d'autres disant qu'il a dépassé le marxisme, et d'autres disant finalement il a défendu un marxisme relativement orthodoxe. Moi, ma position est la suivante, c'est qu'il a une formation très marquée par le libéralisme, beaucoup plus que par le marxisme, qu'il découvre relativement tardivement, et qu'il découvre surtout à travers le léninisme, à travers la révolution bolchevique. C'est une grande différence avec tous les socialistes, ou même avec quelqu'un comme Bordiga, qui est beaucoup plus sceptique, si je puis dire, par rapport à Lénine. Ça, c'est une chose. Mais à partir de là, il devient indéniablement un bolchevique, et il rompt un peu les amarres quand même avec la culture libérale qu'il pouvait avoir. Ceci dit, devant l'évolution de l'Union soviétique et devant l'évolution de son propre parti, il développe, je crois, dans le cadre d'un marxisme, quelque chose de relativement original, on pourrait dire une sorte de marxisme adapté aux sociétés occidentales, dans lequel la révolution, il se fera attendre, c'est les fameuses théories de l'hégémonie, de la guerre de position, qui ont été bien soulignées, et je crois que c'est ça qui fait la force. Penseur marxiste, je crois qu'il l'est, mais il l'est d'une manière originale et beaucoup moins dogmatique et rigide qu'une grande partie de ses contemporains. Est-ce qu'il a passé quelque temps en Union soviétique, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on sait quels étaient ses rapports avec Staline? Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Staline, j'avance là une idée, Staline se méfiait des intellectuels, donc il devait se méfier de Gramsci, j'imagine. Alors lorsque Gramsci est en Union soviétique, je crois que là il y a deux choses à retenir. Il est comme représentant du Parti communiste d'Italie, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, et non pas italien, c'est après-guerre, et il est comme représentant auprès de l'Internationale communiste. Mais il est quasiment malade tout le temps. Et il se trouve donc dans un sanatorium, dans une clinique, où il est soigné. Les médecins sont d'ailleurs très inquiets, pensant qu'il risque d'être paralysé. Et au fond, son séjour est surtout marqué par la rencontre avec les sœurs Schurth. D'abord Eugenia, avec qui il a une idylle, et puis surtout Julia, qui deviendra sa femme. Et puis ensuite, il connaîtra Tatiana, qui sera véritablement celle qu'on a pu appeler l'Antigone, qui sera opposée à tous les pouvoirs. Pour les visiteurs de notre site un beau livre de Noémie Ghetti consacré justement aux amours de Gramsci en Union soviétique dans cette période tellement difficile de son existence, où il était malade et il était en train de découvrir la dérive totalitaire du régime soviétique, mais en même temps il était amoureux. Il était amoureux, et je pense quand même qu'il voyait pas encore tant la dérive totalitaire, il était encore quand même enthousiaste devant cette révolution qui était en train de se construire dans un pays, là où le fascisme commençait à s'implanter en Italie. Alors des rapports proprement avec Staline, je ne pense pas qu'il en ait dans cette période. Il y a sans doute des rapports via certains fonctionnaires de l'Internationale communiste, mais les deux hommes ne se rencontrent pas, et il est surtout sensible à une dérive, je dirais, de l'ensemble du Parti communiste d'Union soviétique, sans tant stigmatiser Staline à l'époque. Il stigmatise plutôt une forme d'évolution, une forme de bureaucratisme, c'est le mot qu'il emploie dans une lettre qu'il adresse à Togliatti, qui a fait couler beaucoup d'encre, en octobre 26, il dit qu'il y a une sorte, on dirait aujourd'hui, de dérive bureaucratique, où les choses commencent se fossilisent, s'ossifient, et là où Lénine était porteur d'un message révolutionnaire, il est en train d'être confisqué, d'être déformé au prix des seuls intérêts contradictoires de l'Union soviétique. Voilà, il n'y a pas encore Staline ne s'est pas occupé directement de Gramsci. C'est à quel moment donc que Gramsci
devient une sorte de communiste dissident pour s'exprimer dans le langage qui appartient à une époque successive à la sienne? C'est en prison. C'est en prison parce qu'il est informé, et en prison, il approfondit son analyse du fascisme. Et là, il se rend compte que la stratégie qui est adoptée, et à Moscou, et auprès de l'internationale communiste, et dans son parti, le Parti communiste d'Italie, est en train d'être une erreur fondamentale qui en plus rompt avec les thèses de Lyon, dont il était l'artisan, qui ont été les thèses très importantes pour renouveler le Parti communiste. Donc face à cette erreur de Moscou et du Parti communiste d'Italie, là il commence à se rendre compte que le problème d'un marxisme et d'une doctrine qui serait un copier-coller, on dirait aujourd'hui, de ce qui se fait à Moscou est une erreur. Et il développe beaucoup une chose sur laquelle les essayistes insistent beaucoup, sur la nécessité de traduire l'expérience soviétique en italien, en Italie. Cette notion de traduction, auquel il est sensible, y compris dans les termes, dans les choix, lui semble être un travail fondamental. Et son communisme, au fond, se veut une traduction juste pour l'Italie de ce qui se fait à Moscou. Il ne renie pas ce qui se fait à Moscou, mais il essaye de le traduire en termes justes, adaptés à la situation italienne. Et à partir de là, il entre d'une certaine manière, de fait, en dissidence par rapport aux dirigeants communistes qui, eux, appliquent les directives, on pourrait presque dire les diktats de Moscou. Alors, votre livre, comme on l'a dit, vient combler plusieurs lacunes en France. Mais malgré cela, Gramsci est déjà depuis longtemps assez connu en France et assez apprécié, même très apprécié. Et ce qui nous étonne un peu, nous autres Italiens, c'est d'entendre le nombre d'hommes politiques qui citent Gramsci en France, aussi bien à droite qu'à gauche. Ce n'est pas limité à la gauche. Et est-ce que vous pourriez un peu expliquer ce phénomène? Parce qu'il y a d'autres penseurs en Italie qui sont peut-être tout aussi importants ou presque aussi importants que Gramsci, comme Croce, Gentile, etc., et qui sont pratiquement inconnus en France. Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Croce et Gentile. Alors, je crois que Gentile, la réponse, c'est qu'il souffre d'avoir été un des philosophes, je n'aime pas trop l'idée de philosophe officiel, mais un des doctrinaires du fascisme. Croce a été traduit à une époque, mais finalement libérale, le communisme ayant le vent en poupe après la guerre, et surtout dans les années 50-60, Gramsci est là, et surtout, c'est au fond quelqu'un qui aurait été préservé du fait de sa mort de la prison, du stalinisme. Pensez qu'au sein de l'Union des étudiants, il y avait un groupe qui s'appelait les Italiens et qui se réclamait entre autres de Gramsci, qui était assez peu connu en France. Puis après, il y a eu quelques passeurs. Alors Althusser a joué un rôle. À partir du moment où Althusser s'est mis à en parler, d'ailleurs d'une manière assez critique, mais Althusser en avait parlé, donc le maître en avait parlé, et à partir de là, c'était important. Pensons aussi à la personnalité de Maciocchi, sur laquelle on a été un peu sévère parce qu'elle connaissait bien Gramsci. Oui. Alors elle le connaissait bien, le problème c'est qu'elle était dans l'air du temps et elle voulait associer, selon le mot d'un dirigeant communiste, au tandem Togliatti-Gramsci, elle voulait associer le sidecar Gramsci-Mao Tse-tung qui était très à la mode. Donc elle voulait faire de Gramsci quelqu'un qui aurait anticipé la pensée de Mao Tse-tung. Donc sa lecture était trop contextualisée. Mais il y a eu quand même des cours qui ont été faits sur Gramsci. Donc il y a une sorte de popularité du personnage et je crois qu'il est progressivement entré dans la science politique. Aujourd'hui, il y a vraiment des spécialistes de Gramsci et Gramsci a sa place dans des manuels de la pensée politique. Et en même temps, c'est là la force, il reste quelqu'un de vivant qu'on utilise beaucoup. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu des termes qu'on emploie, hégémonie, guerre de position, qui sont un petit peu souvent décontextualisés. Moi, j'ai voulu rappeler que tous ces termes avaient leur sens dans un contexte précis. La doctrine de l'hégémonie, par exemple, qui est rentrée dans le langage politique contemporain, c'est-à-dire que pour prendre le pouvoir, il faut d'abord conquérir une hégémonie culturelle. Voilà. Voilà. Ça, c'est une idée de Gramsci qui a été reprise en Italie, même par des leaders
de droite. Il faut simplement rappeler pour notre public qui était Maria Antonietta Maciocchi, Oui. que vous avez citée. C'était une intellectuelle et journaliste communiste très connue en Italie et puis très connue en France aussi parce qu'elle avait publié, je crois, quelque chose avec Althusser et elle avait enseigné à l'université de Vincennes. De Vincennes, elle avait fait des cours à Vincennes, elle avait publié un Gramsci en français et elle avait publié aussi une analyse de la France. Et ça avait été une personnalité. Plus tard de sa vie, elle n'était plus communiste. Elle avait abandonné cette... mais comme plusieurs d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Donc, on ne veut pas tout vous dire sur ce livre, c'est un livre passionnant, on souhaitait simplement vous faire venir, comme on dit, l'eau à la bouche, c'est un livre qu'il faut lire en entier. Je vous rappelle que Jean-Yves Frétinier est un historien ayant un intérêt bien spécifique pour l'Italie. Notamment, vous pouvez toujours trouver sur les rayons des librairies son histoire de la Sicile et également il a co-signé un livre sur les relations entre la France et l'Italie qui a apparu il y a quelques mois et qui avait été le fruit d'une collaboration avec Alessandro Giacone et avec Gilles Bertrand. Voilà, donc un ouvrage très intéressant, celui-là aussi. Mais enfin, le livre qui a été publié et qui vient de paraître chez Armand Collin, c'est Antonio Gramsci, Vivre, c'est résister. Voilà, donc un livre très intéressant. Merci. Merci. Grazie. Merci.